Je me prénomme Saïd. J'ai grandi ici à Saint-Paul-sur-Mer, maternité donc à Pur Saint-Paulois. J'ai vécu dans ce quartier presque toute ma jeunesse, jusque presque mes 20 ans. J'ai fait d'appart en appart. Au fur et à mesure que la famille elle grandissait, quoi, il fallait toujours un appart plus grand, Guilmer, j'en barre, Guilmer, j'en barre. Ici, ça me rappelle des souvenirs d'enfance. C'est que tous mes copains, on a fait toute notre scolarité. Tous mes copains de scolarité étaient ici. Bah, mon vécu, quoi, de ma jeunesse, ça me rappelle de beaux moments surtout. Donc je me lance si tu veux, je parle en même temps, ça Ouais, vous va carrément. comme ça? Ouais, très bien. Ouais, d'accord. L'aventure en rue a commencé par la rencontre en fait avec... moi je travaille pour la ville de Dunkerque, à la direction de la culture de cette ville, sur une mission sur les questions d'art et d'espace public. Et la ville de Saint-Paul m'intéressait dans le contexte notamment de son renouvellement urbain. Et donc je connaissais bien la directrice de la politique de la ville à l'époque. Et donc voilà, on a discuté et puis elle m'a dit bah vas-y, viens quand tu veux. Et puis elle m'a fait rencontrer plein de gens, dont notamment les éducateurs de rue, de la prévention spécialisée. Je pense qu'on ne peut pas faire de l'action culturelle tout seul. On l'a fait en équipe, on l'a fait en groupe et on l'a fait parce qu'on connaît bien les contextes dans lesquels on arrive. Et moi j'arrivais, je connaissais pas très bien Saint-Paul. Donc ça m'a intéressé. Avec eux, on s'est trouvés, quoi. On était vachement complémentaires, je trouve. Et puis eux aussi s'interrogeaient beaucoup sur l'action culturelle, sur qu'est-ce qu'on peut faire en accompagnant des jeunes ou des familles, et qu'il y ait une dimension aussi culturelle dans cette histoire. Donc voilà comment on se trouve. On se trouve dans le local qu'ils occupent à ce moment-là de la prévention spécialisée, en pied d'immeuble. Et rapidement, je vois le rythme de ce local, les allées et venues des gens, leur travail aussi. Je découvre le travail de la prévention spécialisée. C'est la première fois que je travaillais dans ce contexte-là et je trouvais ça vachement intéressant, quoi, parce qu'on se dit toujours mais comment la culture rencontre des habitants. Bon là il n'y avait même pas besoin de se présenter, quoi. La rencontre se faisait de fait et ça c'était passionnant. Puis ça part comme ça. Et en même temps, en se baladant au pied d'immeubles, dans les espaces publics des pieds d'immeubles du quartier, de ces deux résidences, Guilmer, Jean Bart, on constate vraiment un abandon manifeste de ces espaces publics, quoi. Abandon dans le sens où il n'y a pas du lieu de convivialité, il y a très peu de jeux pour enfants. Enfin, il y a un city stade et puis où tout le monde se bat pour l'avoir, quoi, pour y jouer. Donc les plus grands gagnent face aux plus petits souvent. Et donc, et puis il y a de très beaux espaces, hein, mais qui sont vraiment sous-exploités, quoi. Moi, je suis éducateur en prévention spécialisée sur la ville de Saint-Paul et faisant partie donc notre club autour du collectif à travers des rencontres d'architectes, de sociologues, de plein de monde qui font partie du collectif. Et donc voilà, on le réalise, par exemple ici, quoi, ce qu'on appelle, on l'appelle deux blocs, on l'appelle l'atrium. On l'appelle le Colisée, on lui donne plein de noms. Partir aussi de matériaux déclassés, c'est toute une histoire, comme on a eu tous ces produits, le bois, des choses récupérées, on a acheté, etc. Pour pouvoir créer ça sur l'espace public et dire, voilà, quoi, on peut faire des choses à partir de peut-être pas grand-chose.
C'est aussi bien les étudiants qui viennent réviser. On a même trouvé peut-être des gens qui avaient fait des espèces de barbecue improvisés, etc. Il y a de tout. La détérioration, bon, il y a un peu de bois qui casse des fois. Bon, c'est aussi le climat, etc. C'est apprécié. Il y a aussi ça, l'idée c'était d'en faire aussi une scène. Hein, on peut venir jouer musicalement ou autre chose. Le Nord solidaire, même avec le RSA. Si tu viens du côté de chez moi, sûr tu voudras rester. Je voudrais toucher le sommet, mais dans ce monde je laisse quoi? Éviter les excès, pas finir comme DSK. Des fois je me dis, ça sert à rien, tous manègent. Devant toi ils diront rien, vu que c'est tous des lâches. Fais tes thunes et reste calme même dans la merde. Investis dans la brique, vu que tout le monde est dans l'herbe. Beaucoup d'hypocrites, beaucoup trop de jaloux. C'est plus des bacs, on met des troncs qui te balancent dans les roues. Alors je fais le caméléon, j'essaie d'être partout. Comme Eminem, le game, même si j'ai pas de crew. J'ai besoin d'exister, alors je crée des rimes. Ma zik te fait planer, comme la coque de Medellin. La café dépassée, beaucoup vivent des aides. Tous les 5 du mois, tu te sens pousser des ailes. Ma musique c'est de l'art, où je suis comme un sociologue. Si tu me vois en vrai, tu verras qu'il y aura peu de dialogue. Je fais partie de cette génération crucifiée, née dans les années 80, pas besoin de me justifier. Bon, je vais à la Saint-Pauloise, là, pour récupérer les clés. C'est une association caritative solidaire du quartier qui est installée depuis très longtemps. Hein, ça. Voilà, la salle de travail. Bon, il fait un peu plus frais qu'à la maison quand même. Hein. Pour ceux qui ont vraiment froid, après, on peut retourner à la maison. Ça va, Pascal? Enfin, c'est important pour nous tous, en fait, hein, pour Albert, pour Connor, pour voilà, de comprendre pourquoi on se réunit en groupe un peu plus élargi que d'habitude. Là, on a ce travail depuis déjà 3 ans hein, avec les amis d'Enru, Jean-Marc Guilmer. Donc à la fois, c'est des temps longs. Donc on essaie d'être au travail du mieux possible et de construire des choses qui paraissent pertinentes, intéressantes pour les personnes qui sont concernées. Et on essaie en même temps de documenter nos pratiques, voilà, de les décrire, de les présenter, en espérant voilà, que ça inspire d'autres chercheurs, d'autres collectifs, etc. Donc on a vraiment une volonté très forte non seulement de faire, mais en plus d'essayer de réfléchir à ce qu'on fait, c'est le minimum, et d'essayer de documenter. Thomas y a fait référence, on a initié un fanzine en rue, entre autres choses. On a aussi ouvert un blog où on mettait régulièrement les articles de recherche qu'on produisait. L'idée c'était de surtout pas venir analyser les choses, rentrer sur Paris et puis écrire pour un public parisien, c'est de produire une sociologie qui soit un peu dans une temporalité un peu réactive, comme un peu pour épouser aussi la dynamique d'architecture et de réappropriation de l'espace public qui se faisait comme ça un peu dans le même temps. Donc on essayait un peu enfin Christian en parlera, mais dans tout ce qu'on a fait nous sur le quartier de réappropriation des espaces publics, il y avait l'idée de ne pas dessiner avant dans un cabinet des plans et puis ensuite de les imposer à des habitants et puis de les mettre en place. Donc il y avait vraiment l'idée de tout faire sur place, donc on avait voulu un peu épouser un peu cette sociologie un peu réactive. On pense qu'aujourd'hui les collectifs de recherche, s'ils veulent être en coopération, il faut qu'eux aussi soient hétérogènes, différenciés, multiples, etc. Et que nos collégialités de travail, nos collectifs de recherche relèvent le défi de l'ensemble des rapports sociaux qui se posent, quoi. Si les rapports sociaux ne sont pas posés au sein de nos collectifs par notre diversité, par notre hétérogénéité, je ne vois pas comment on peut travailler avec les autres ces questions-là, quoi. Donc comment faire en sorte que les rapports de qualification-disqualification jouent beaucoup moins méchamment, beaucoup moins durement, les rapports de genre, les rapports ethno-raciaux, les rapports territoriaux, dans ce qu'ils ont d'injuste, etc., etc. Donc on essaie, et Dieu sait si on a encore du boulot, de faire en sorte que nos collégialités de recherche soient suffisamment hétérogènes. De qui est constitué le collectif en rue? Des habitants bénévoles et volontaires qui nous rejoignent, et qui sont partie prenante de ce projet. On a des bénévoles qui viennent d'autres quartiers aussi, hein, pas seulement de ce quartier ici, ça c'est important. Les éducateurs en prévention spécialisée, un collectif d'architectes qui s'appelle la Maniwan, une artiste associée qui s'appelle Catherine Ranou, et puis nous rejoignent dès 2018 donc
des sociologues, Pascal Nicolas Lostrate, Louis Stareski et Martine Bodino, du laboratoire Experis de Paris 8. Parce que la question de la recherche et de la recherche-action, me semble-t-il, était important à poser, que des sociologues aussi accompagnent et documentent notre démarche, ça me semblait aussi voilà, très important, quoi, voilà. On est arrivé donc avec Louis Stareski et puis aussi Martine Bodino, donc on a travaillé à trois. On est arrivé il y a 3 ans. Ouais. Et lors d'une première journée, on arrive à Dunkerque. Moi, j'avais jamais beaucoup dépassé Paris en termes d'éloignement vers le nord. Et c'est la découverte d'une ville, c'est la découverte d'un paysage, de volume, de météo, une sensibilité, et puis surtout la rencontre avec les amis du quartier. Donc j'appelle amis aujourd'hui, parce que je pense que 3 ans permettent de parler de quelque chose de cet ordre-là. Mais le premier jour, effectivement, c'est de découvrir et rencontrer des personnes qui nous sollicitent en tant que sociologue. Et c'est d'arriver, d'abord de rencontrer les personnes, de comprendre ce qu'ils avaient envie d'engager, et puis progressivement de connaître ce quartier, de se familiariser avec ce quartier. Et donc le quartier Jean-Bart-Guynemer fait partie de notre vie, c'est un petit bout de notre vie. Et je dis nous parce que je crois que les amis chercheurs avec qui j'ai bossé le partagent très fort, quoi, ouais. Ouais. Puis 3 ans, c'est pas rien. C'est en étant invité à une séance de cinéma par en rue et tout ça qu'ils avaient fait un petit film sur le quartier Jean-Bart. Et c'était les habitants de mon quartier et ça m'a bien plu. Et puis ils m'ont dit que de temps en temps ils faisaient barbecue et tout ça, mais ils faisaient pas de communication. C'était on est là, vous venez. Et du bouche à oreille. Et puis moi, de ma fenêtre, je voyais de la fumée. Alors ça m'a intriguée parce que il se passe jamais rien là. C'est la terre à vagues, c'est rien que pour les promenades de chiens. J'y vais. Et puis là, j'ai Patrick et j'ai Nabil qui viennent avec. C'était des gens pour construire des mobiliers urbains. On est à Guynemer-Jean-Bart, hein. Voilà, hein. Ici, Guynemer-Jean-Bart. C'est un bout d'espace du quartier. Et alors, voilà, c'est la réalisation des habitants de nos chantiers collectifs, de nos aventures à construire quelque chose pour utiliser cet espace. Parce que les habitants, depuis longtemps, réclamaient qu'il y ait quelque chose ici. Bon, plus ou moins, on a eu voilà, un petit bout d'espace de sport, mais bon, tu vois comment ça peut être. Et puis voilà, donc le cheminement s'est fait, et voilà ce qui a pu être réalisé. Dunkerque, Saint-Paul, ce sont 2 villes qui existent depuis très très longtemps, indépendamment. Depuis maintenant une dizaine d'années, les 2 villes ont fait une fusion. C'est une association qui doit déboucher sur une fusion, donc c'est une seule ville. Vu la proximité, c'est une continuité l'une de l'autre. Donc, mais il y a bien effectivement des identités bien marquées. Habiter Saint-Paul, c'est pas habiter Dunkerque. On n'a pas les mêmes pratiques, il y a des choses bien sûr différentes. Après, alors historiquement, malheureusement, Saint-Paul fait partie des villes les plus pauvres, voire la plus pauvre de l'agglomération, sur 22 communes ou quelque chose comme ça, parce qu'elle a peu de revenus des entreprises, etc., contrairement à Dunkerque et Grande-Sainte de l'autre côté, qui bénéficient d'une manne importante grâce à Solac, etc. Donc il y a bien effectivement des identités, sur des choses on se mélange, d'autres pas du tout. Ce que je disais par rapport au logement, habiter Saint-Paul, c'est comme si c'était une punition, quoi. Je trouve pas de logement et moi j'ai quelque chose en recours à Saint-Paul ou à Grande-Sainte. On est rentré dans le
projet en rue par rapport aux éducateurs de l'AE, c'est de mettre les besoins du quartier qui manquaient, c'est-à-dire un banc banal, de faire ça avec des moments du quartier et tout. Je me suis senti intéressé. Après, Anthony, Salem et tout le collectif que vous avez rencontré déjà ont voulu faire changer les choses, mais tout ça, c'était parti d'un projet réemploi, de récupérer du matériel obsolète dans les réserves des mairies et tout qui servait plus à rien. Et voilà, après chacun a apporté sa graine, ses idées et tout. Moi je suis entré parce que au tout début ça commence avec Farek qui est éducateur de l'AE, auquel il me propose un projet avec des jeunes de Grande-Sainte, avec Eco Chalet, le tout premier local de l'association. Et il me dit Anthony, si ça te plaît, tu continues, si ça te plaît pas, t'arrêtes. Et au fil du temps j'ai continué et en fait au bout d'un moment je suis resté avec Saïd, Salem, après on a rencontré Feda, comme Christian qui sont archis. Et au fil du temps, on a eu une amitié qui est restée. C'est monté vite, on a eu un peu une montée qui était directe à la place de monter les échelles petit à petit. Mais au final, quand tu connais les gens, ils sont comme nous en fait. Ils sont pas plus hauts que nous, ils sont tous au même stade et c'est pour ça qu'on s'attendait bien. On est qu'ici à Saint-Paul, que c'est démoli, c'est pas remis. Tu vas dans des autres quartiers, il y a des trucs c'est cassé, ce sera réparé ou il y aura un nouveau truc qui va arriver. Ici, il n'y a rien du tout, ça a été enlevé et ils ont rien, ils ont laissé le bailleur, il a laissé neutre le terrain. Et les gens, ils font quoi? Ils s'approprient le terrain. Louis Stareski, du coup, je suis chercheur en sciences sociales et je fais une thèse à l'université Paris 8 Saint-Denis autour des questions de droit à la ville et de manière de fabriquer la ville par le bas. Donc voilà, je m'intéresse aux dynamiques, on va dire, de réappropriation informelle de la ville et principalement dans les quartiers populaires. Une des choses qui a été vraiment moteur dans le collectif en rue, c'est vraiment la réappropriation des espaces publics du quartier. Donc ça passe par un espèce de diagnostic, mais en fait qui se fait pas de manière formelle, mais au quotidien les gens savent ce qui leur manque en fait sur le quartier. Et du coup un des aspects c'était le manque d'assises en fait sur le quartier, et qui dit assises c'est manque de pouvoir se réunir dans certaines conditions, manque de jeux aussi sur le quartier, manque d'espace commun, on va dire, de faire de l'espace public un espace commun. Donc il y a eu construction de tables, de chaises, de bancs plutôt, de modules, de jeux, etc. La question des chantiers, c'est à la fois la forme, le mode d'intervention du collectif en rue, qui concernant l'espace public, les habitants, les citoyens ont considéré qu'il fallait effectivement reprendre en main et fabriquer à nouveau cet espace public, le rééquiper, etc. Donc la dimension chantier permettait de faire, me semble-t-il, deux choses. C'est à la fois produire des équipements indispensables et qui n'étaient pas proposés par la collectivité ou le bailleur, et puis c'était faire vivre l'espace public. Nous, ce qui nous a immédiatement beaucoup intéressé, c'est que les chantiers étaient des chantiers ouverts. Donc on a un certain nombre d'architectes aujourd'hui, effectivement, qui pensent que les chantiers doivent être des chantiers ouverts et que les interactions avec les habitants doivent se faire très tôt, avant que le bâti soit là, etc. Et donc là, les chantiers étaient ouverts et ça ouvrait une multitude d'interactions, soit des personnes qui avaient envie de travailler dans le chantier, de prendre des outils, puis etc., ou bien des personnes qui venaient en voisin, tenir un peu la causette, un petit moment, ou des personnes qui regardent un petit peu de loin, mais on est aussi en droit de regarder un petit peu de loin et ça construit néanmoins des choses. Donc ce motif du chantier nous a intéressés et on se l'est approprié pour notre travail de recherche, pour notre travail sociologique, qui était, nous aussi on va essayer de travailler en faisant en sorte que notre chantier soit ouvert, voilà. Et de faire en sorte qu'on travaille aux yeux et au regard de tout le monde, et qu'on puisse travailler aussi à partir de toutes ces interactions, quoi. Sur ce qui s'est produit, les chantiers en rue, moi j'ai envie de dire, avant tout, on construit de l'espace public. L'espace public, c'est pas quelque chose qui est donné, c'est pas parce qu'il y a un espace matériel, physique, qu'il y a de l'espace public. L'espace public, c'est quand à cet endroit-là, on se l'approprie pour faire quelque chose, et faire quelque chose en interaction, rendre des choses vivantes, des paroles, des présences, etc. Et moi, je pense que les chantiers en rue, leur premier geste, leur premier rapport, c'était effectivement de faire vivre un espace public à l'intérieur des espaces qui étaient disponibles. Et après, ça prenait des motifs assez divers, donc le banc est un très beau motif, parce que le banc aussi assoit, j'ai envie de dire que le banc est le premier moment de la vie démocratique, quoi, d'une certaine façon. Et parmi
l'ensemble de ces productions dans rue, donc des productions majeures qui sont celles pour les habitants du quartier, se sont glissées quelques-unes de nos productions. Et donc en particulier des fanzines, donc à l'initiative de Louis Stariski, qui a cette superbe intuition de recherche, qui est de dire il faut de trouver une manière où nos écrits de recherche vivent avec d'autres écritures, rencontrent d'autres écritures, et il faut trouver un support qui permet cette rencontre, et donc peut-être d'ouvrir l'intérêt et d'ouvrir un intérêt de lecture. Voilà. Et c'est là qu'on a commencé à produire les fanzines, et avec l'idée que le fanzine était produit pendant le temps de chantier, pendant les 5-6 jours, et qu'il était disponible à la fin du chantier. Alors des fois c'était un petit peu chaud, on n'était pas tout à fait, mais quitte à en sortir qu'un seul, qui était un peu la première mouture, mais on souhaitait que ça soit le cas, et on a poursuivi de cette manière-là. En fait, le projet qu'on propose à la ville de Saint-Paul à l'époque, à travers la responsable toujours de la politique de la ville, c'est de trouver un lieu pour ce collectif. Jusqu'à maintenant, on n'était que dans les espaces publics. Très, très vite, les amis du collectif En Rue qui nous parlaient évoquaient effectivement cette envie, qui est un lieu. Le lieu, c'est quand même la dimension physique et matérielle du commun, quoi. On se dit que là, il y a un endroit où on peut se poser, où on peut habiter, à cette occasion-là, sans doute, de développer des formes de commun. Donc on sentait depuis longtemps cette attente. Et dans la dynamique, peut-être le renforcement aussi du collectif, l'opportunité est arrivée avec la mise à disposition de ce bâtiment. C'était pour les habitants. Du coup, j'y étais parce que l'accueil, c'est bien, on y va, tout le monde est gentil, et puis on vous regarde pas, il n'y a pas de préjugés. Moi, ça m'intéressait, donc j'étais là. Et puis c'était nous, les habitants, qui devaient rénover notre bâtiment. On voulait en faire un lieu de partage, convivial, essayer de sortir les gens qui étaient dans l'isolement. Une personne qu'on connaissait vient, et comme c'est nous qu'elle connaissait, parce que des fois elles ont peur, parce que tout seul, mais peut-être avec quelqu'un accompagné par moi, et avec notre sourire, tout ça, on peut engendrer les gens qui sortent, et du bouche à oreille, peut-être, voilà. Puis c'était à nous, on en faisait, c'était pas tous les lundis du tricot, tout mardi cuisine, c'est nous qui étions décisionnaires des activités qui allaient s'y passer. Et nous, le rôle du cube qu'on voulait faire, ce soit ça, que ce soit que les gens qui ont un problème, que ce soit Internet, que ce soit des trucs à payer ou d'autres choses, ou s'ils ont des projets à faire, nous on était là pour les aider. La mairie, à ce moment-là, est en campagne. Et on voit bien que c'est pas dans le projet du maire actuel d'accompagner notre démarche. Donc on reçoit en septembre dernier, maintenant, septembre 2020, une mise en demeure pour quitter les lieux. Le but, c'est de se sentir chez nous. On sort de chez nous, on est encore chez nous, mais pas. On accueille tout le monde, et tout le monde, moi je sais faire ci, c'est ça que je voulais. Et du coup, avec mes enfants, on a fait notre bureau et tout, et puis le jour on l'a fini, on a posé le balatum, on a attendu qu'il soit bien. On a une mise en demeure, de quoi qu'on doit rendre les clés. Peut-être qu'on a sous-estimé à ce moment-là ce qu'est le passage d'un travail dans l'espace public, un passage effectivement où on franchit un seuil et où il y a un lieu, Et un lieu, même s'il reste ouvert dans sa dynamique, dans ses perspectives, est un lieu, parce qu'il est construit, etc. Donc il y a eu cette dimension très forte, et je dois dire que là, nous, on a été quand même vraiment séduits. Il y a vraiment une dimension assez passionnelle par rapport à ce lieu, et nous, on a aimé être présents dans ce lieu, partie prenante. Et c'est à cette occasion-là que j'avais sorti un petit bout de texte sur l'idée, un lieu se fabrique aussi avec des mots, C'est-à-dire qu'on a toujours pensé que la mise en mots, la construction de langage, à un moment donné, rendait aussi des choses possibles. Or, on ne met pas une équivalence stricte, c'est-à-dire le lieu il a été fabriqué avec des tables, avec des meubles, en retravaillant les murs, etc. Mais d'une certaine manière, on a aussi participé à sa construction par les mots qu'on a pu proposer. Moi, je pense qui a été important, ça a été de dire ce lieu peut fonctionner comme une école mutuelle, c'est-à-dire effectivement
Je peux former l'autre dès lors que j'en ai l'expérience. Dès lors que j'ai fait, que je sais faire, je suis en capacité de transmettre. Et que cette dynamique d'école mutuelle était assez centrale dans ce qu'on observait dans ce lieu. Voilà. Et c'est ce que j'appelle un mot qui à un moment donné peut contribuer à construire parce qu'il vient nommer des choses existantes et peut-être leur apporter une attention, une considération et donc à partir de là de renforcer un certain nombre de dynamiques. Voilà. Et quand je suis rentré là-dedans, je venais juste à peine de commencer, je connaissais rien dans la menuiserie, dans le bâtiment. Et petit à petit, j'en ai appris. À l'heure d'aujourd'hui, je travaille dans un truc de BTP. Moi, le premier moment, c'est que j'ai pu dormir la première fois au Cube. Le hasard a fait que j'étais seul. Le Cube était vraiment en chantier. Et Salem et Saïd étaient très ennuyés de me laisser là. Tu vois, ils partaient pas le soir, ils m'ont dit 2 ou 3 fois, mais Pascal, dans la nuit, tous nos téléphones, etc. Ils étaient tous tout à fait ennuyés de me laisser. Et moi, qu'est-ce que j'étais heureux de passer une nuit voilà, dans le Cube. Voilà. Parce qu'on ressent des choses et qu'il y avait quelque chose de très, très précieux, très fort. Ça a été super riche pour moi d'avoir pu préfigurer les possibilités de ce qu'aurait pu être ce type de lieu sur un quartier, parce qu'en fait sur les quartiers on remarque quand même souvent, moi de l'expérience que j'ai, qu'on a des lieux ultra normatifs, ultra normalisés, on va dire. On a des centres sociaux qui nous sont livrés, voilà, avec là ce sera l'espace pour l'accueil des 8-12 ans, ici ce sera les mamans, là ce sera, et puis voilà, le bâtiment il est en ERP, et puis tout est aux normes, etc. Et puis on vous le livre, et puis voilà les clés, puis on y met 3 assistantes sociales avec des contrats, etc. Puis ça roule et ça démarre, et il y a tout un cadre, etc. Et là en fait on faisait un pari complètement inverse, qui était on récupère un lieu qu'il faut rénover entièrement, c'est rénover pour nous, par nous, entre guillemets, et puis voilà, donc il y avait un pari derrière ça qui était ultra audacieux. Et en fait, ça rejoint d'autres types de lieux qui peuvent exister comme ça, voilà, mais qui sont plutôt des lieux animés, on va dire, par une classe moyenne blanche d'habitude qu'on retrouve dans les friches artistiques, dans les occupations, enfin dans tous les mouvements d'occupation de lieux. Et du coup, je trouvais ça beaucoup plus audacieux. Enfin voilà, ce pari-là, nous, on n'avait pas cette culture de lieu que tous ces collectifs-là ont d'habitude dans les réseaux intersquats, etc. Mais on arrivait avec une dynamique du coup politique qui était hyper forte et hyper audacieuse et importante, et qui fait aussi que déjà pour ces collectifs-là, réseaux intersquats, etc., toute cette culture-là du lieu, et ça foire déjà de temps en temps, où ça foire où ils se trouvent, voilà, il y a des confrontations, il y a des problématiques, c'est l'histoire des collectifs. Là, nous aussi, du coup, on est arrivé à un moment donné où c'était aussi, voilà, on a rencontré ces mêmes difficultés-là, mais en plus du fait de pas avoir, je dis, cette culture de lieu entre guillemets, et d'être attendu au tournant à chaque fois, voilà, d'être rarement légitimé, quoi, d'être délégitimé, etc. Mais on a quand même eu des belles tentatives, et moi j'en garde ce côté-là. Depuis peu, lors d'une discussion avec une amie, une collègue, Cécile Léonardi, elle m'a fait découvrir un déplacement de formulation. Lieu, je réfléchissais, puis c'est lié aux histoires voilà, des lieux. Je raisonnais occupation. Voilà, on occupe un lieu. Et Cécile m'a fait comprendre qu'on libère un lieu. Voilà. Et j'ai un petit peu l'impression que l'expérience du Cube a été prise un peu dans cette tension-là, un peu dans cette entre-deux. Bien sûr qu'il faut occuper, il y a une dimension d'appropriation, et je racontais à quel point j'étais heureux de l'occuper pour une nuit, voilà, parce que tu le vis, parce que tu t'identifies, etc. Mais qu'il fallait réussir aussi à le libérer, au sens que c'était un lieu qui était libre pour l'ensemble du quartier, voilà. Et que c'est pas si facile, et que peut-être ce lieu, on lui a pas donné sa chance, au sens où on lui a pas donné le temps, voilà. Et que là, l'attitude de la municipalité là, est lourde de conséquences. Il y avait des tensions, c'était compliqué, etc. Et peut-être que ces tensions, ces contradictions avaient besoin de temps, voilà. Et on n'a pas laissé à ce lieu sa chance. Il a pas. Et donc voilà, la question. Voilà, les tensions, les contradictions sont devenues très très vives. C'est à ce mouvement de libérer un lieu, parce que tout à coup il crée du possible, que dans ce lieu des activités vont s'y développer, parce qu'il y a du désir, il y a une attente, etc. Ça ne se fait pas claquement de doigts dans un délai aussi court. Donc c'est profondément, pour moi, c'est ce regret-là de ne pas lui avoir donné sa chance. Voilà. Mais de par sa position, le collectif En Rue regardait l'ANRU.
en face. Et là, il y avait, même spatialement, il y avait un beau dialogue à construire entre nous, nos questionnements sur qu'est-ce qu'une rénovation urbaine, qu'est-ce que habiter cette rénovation urbaine, vivre cette rénovation urbaine. Et puis, d'autre part, voilà, un lien qu'on aurait pu faire avec les institutions aussi. Le cube, ça a été notre histoire. Ça, c'était par rapport à comment on s'est développé, on a pris en puissance. Mais après, tout le monde a mis son grain, tout le monde a tiré la couverture. On a pu écouter les habitants, on est devenu non, il faut faire ça, il faut faire ça. Et franchement, je ne regrette pas le cube. Ça aurait pu être une bonne idée, mais parler du cube, franchement, c'est impossible. Oui, il y a plusieurs raisons à la fermeture du cube. Je pense qu'il y a quand même une raison politique claire. Le collectif En Rue, à un moment donné, a été associé peut-être à une candidature dissidente au maire qui a, cette candidature, donc a perdu l'élection. Donc il se pourrait qu'on soit associé à cette chose-là pour le maire, donc ça ne correspond pas à son projet municipal, à son nouveau projet. C'est une raison politique qui peut s'entendre. Nous exclure de cette manière-là n'est pas très galante, c'est pas très civique, je sais pas, c'est pas très sympa, Par ailleurs, l'occupation d'un lieu, d'un bâtiment, c'était pas on s'était pas exercé à ça au sein du collectif. Nous, on occupait l'espace public. Le collectif En Rue, et puis j'essaierai de décrypter un peu cet En Rue, nous a très vite séduit par son caractère, alors à la fois très, très situé. C'est vraiment le collectif qui naît à Jean-Bart-Guyenemer, donc avec un centre de personnes qui vivent dans ce quartier, ils sont très attachés à ce quartier, qui en parlent très bien, qui parlent vraiment des ressources, des possibles de ce quartier, et qui avaient envie d'être ensemble, de s'assembler pour justement défendre ce quartier qui est mal considéré, pas respecté par les politiques publiques, etc. Voilà, donc il y a d'abord cette dimension, et puis ce collectif, et c'est quand même assez formidable, s'ouvre très vite, associe des architectes, des personnes extérieures, et l'accueil est assez formidable. Et il y a un collectif très hybride, très hétérogène, etc. Et ça tient. Voilà, il y a un facteur de cohérence qui doit être des effets d'affinité, des effets comme ça de sympathie, d'intercompréhension, qui va faire qu'indépendamment de nos trajectoires, je suis universitaire, j'arrive de Paris, de Saint-Denis, etc. Et pourtant, les liens peuvent se créer et le cadre de travail peut se faire. Et quant à la dénomination En Rue, ENRUE, c'est effectivement une interpellation directe de toutes ces politiques déjà anciennes de rénovation urbaine, où l'État nous donne plus que l'impression lorsqu'il s'agit des quartiers populaires, c'est immédiatement d'y aller avec des forces de frappe très lourdes. On se dit toujours qu'il faut rénover sans se préoccuper de ce qui existe. Et si on se préoccupe de ce qui existe, peut-être que ce n'est pas tant la question de la rénovation, qui serait simplement de la considération, de l'accompagnement, de l'appui, etc. Et donc on vient très vite sur ces politiques très lourdes et qui passent par des restructurations avant tout du bâti. Et donc nous, ça nous intéressait aussi d'être partie prenante d'un collectif qui a envie de vivre un quartier et qui essaie de faire entendre aux politiques publiques que ce quartier il existe avec ses qualités, ses perspectives. Et qu'il faut quand même le considérer. Je pense que le contexte créé par le collectif, le contexte d'être ensemble, a créé du commun et donc de l'empathie les uns vers les autres. On a appris des uns et des autres et je pense on était libre. Il y a eu un sentiment de liberté. Et donc pour des personnes qui nous rejoignent bénévolement, qui habitent ce quartier, être libre d'un coup de faire des actions, de faire ce qu'on a envie de faire nous, c'était devenu rare ça. Et ça crée beaucoup d'émotions, de se sentir libre. Une démarche d'habitants pour reconquérir à peu près le territoire. Et voilà, ça m'a plu et on faisait de la construction, en même temps ça passait le temps. Et on servait à l'habitant, c'est-à-dire à nous-mêmes. Après on a commencé à se connaître, c'était plus ce lien humain qui est passé avant tout. On oubliait l'étiquette architecte, sociologue et tout. On était sur le chantier, on parlait, chacun apportait sa matière. Et on s'échangeait surtout. Ça a fonctionné pour l'obtention du cube, après dès qu'il y a eu le cube, et dit financement, dit argent, et voilà, on passe la fin quoi.
Une fois que on est passé au niveau suivant, c'est qu'on s'est retrouvé aux institutions contre qui on se battait. En fin de compte, chacun a pris la décision de faire soit certains de continuer en prenant le nom encore du collectif et certains d'arrêter directement. J'ai jamais été politique. Nous au début quand on a commencé on a dit on fait pas de politique. Et on tape sur l'épaule et entre les chantiers on te ramène des politiques, tu comprends que dalle. Même la volonté dans le travail dans les chantiers et tout, ça donnait plus envie. Autant être sec quoi, et direct. Il a apporté un peu d'espoir, mais après ça a été le retour à la réalité. Une fois qu'on en abandonne les choses, tout redevient normal quoi. Mais pour moi, c'est pas fini, on va essayer de faire une action d'une autre façon. Ça m'a donné une bonne expérience. Avec certains collègues, on est encore en contact et tout, on essaye de faire des petits projets à gauche à droite, à notre échelle. Mais voilà, c'est très compliqué, mais au contraire, ça me donne une bonne expérience pour pouvoir, si je voulais recréer un système comme ça, je sais à quoi m'attendre. Toutes les démarches, toutes les procédures, et comment je dois faire pour. Je dis pas que je réussirai directement, mais je sais à quoi m'attendre.